Imaginez-vous comment le gouvernement se comporte avec des gens qui ont été déplacés à l'intérieur de l'État d'Israël ou des gens qui ont perdu des proches à Nova et ils n'ont toujours rien comme solution pour eux. Si le gouvernement n'est pas capable de résoudre les problèmes qui sont des problèmes bureaucratiques, des petits problèmes entre guillemets, comment voulez-vous que des gens dont les proches se trouvent à Gaza aient confiance dans un tel gouvernement? Il faut fondamentalement comprendre. La radicalisation du mouvement est due fondamentalement à un manque de confiance envers ce gouvernement. Nous sommes en ligne avec Laurent Siget. Laurent, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs de Polita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Parti travailliste et que de manière plus spécifique, que vous êtes aujourd'hui le conseiller de Yair Golan pour, on va dire, la communauté francophone en Israël. Yair Golan, qui, il faut le rappeler, a décidé de se présenter aux élections pour le Parti travailliste, pour la présidence du Parti travailliste, ou alors peut-être on en parlera à la fin de notre entretien, Parti travailliste et Meretz en même temps, je ne sais pas, on va voir encore, mais ce n'est pas encore pour demain, mais en tout cas c'est important de le préciser. Je vous ai sollicité parce que je voulais avoir votre appréciation sur la tournure que prennent les manifestations ces dernières semaines, les manifestations anti-Netanyahou, qui sont aussi des manifestations en faveur de la libération des otages. On a parfois le sentiment, un sentiment qui est peut-être un peu, qui nous met dans une sorte de malaise, que en fait c'est plutôt aujourd'hui l'exigence de destituer Netanyahou qui prédomine sur celle de la libération des otages, quand on entend certains manifestants. Pourquoi ce sentiment ? Séparer deux choses. Premièrement, il y a toujours eu en parallèle dans les manifestations des manifestations anti-gouvernementales exigeant des élections et une manifestation en faveur des otages. Il y a à peu près 15 jours, il y a eu un changement qui s'est fait auprès de certaines familles, pour être exact, pas toutes les familles, mais quand même une grande partie des familles, qui ont décidé qu'elles ne croyaient plus en la parole de Benjamin Netanyahou. Ce ne sont pas les premiers, ce ne sont probablement pas les derniers non plus. Et elles se sont jointes au mouvement anti-gouvernemental. Elles l'ont fait pour la raison principale, c'est qu'elles ont entendu de la part de gens qui sont assez proches de la négociation que Benjamin Netanyahou était le principal obstacle pour eux à l'arrivée d'un accord. Alors, je vous arrête tout de suite. Pas vrai. Là, quand on dit Benjamin Netanyahou, c'est le principal obstacle, on a le sentiment que le véritable obstacle, c'est Netanyahou, certainement pas si noir, alors que la logique voudrait que quand on connaît l'aspect machiavélique de Yahya Sinwar, sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et après, eh bien, c'est lui qui détient les otages tout de même. C'est lui qui, lorsqu'il veut les libérer, il peut les libérer. Lorsqu'il ne veut pas les libérer, pour différentes raisons, il ne les libère pas. C'est Netanyahou, pour négocier la libération des otages, il faut être deux. Comment on peut rejeter uniquement la responsabilité sur Netanyahou ? La seule différence entre Netanyahou et Sinwar, c'est que les gens qui ont des familles des otages, dont les enfants, dont les parents, dont les petits-enfants ont été enlevés, ne sont pas des citoyens de Gaza, mais des citoyens israéliens qui exigent du Premier ministre de faire ce qui est en son pouvoir afin de ramener leurs enfants qui ont été enlevés, je rappelle, sur le territoire de 1948 reconnu par l'ONU. C'est-à-dire que ce n'est même pas un territoire ni disputé, ni contesté, etc. Les gens se sont allés dormir un soir, ils se sont réveillés le matin, ils étaient kidnappés à Gaza. Ceci est de la responsabilité propre du gouvernement. Donc, nous exigeons du gouvernement ce que nous exigeons en tant que citoyens d'un pays. Pour nous, Sinwar, il est évidemment important dans l'équation, il est principal dans l'équation, parce que vous avez tout à fait raison, nous négocions avec le diable, avec des gens qui sont le diable. Néanmoins, le mandat et la teneur du mandat dépend qui est donné aux négociateurs dépend principalement du Premier ministre. Mais il y a un problème. Il y avait un problème. Je crois que ce problème est en train de se résoudre parce que le Premier ministre est en train de comprendre que ce qu'il fallait faire il y a 2 mois, il y a 3 mois, est en train de se réaliser maintenant. Seulement maintenant, nous sommes beaucoup plus affaiblis que ce que nous l'étions dit il y a 2 mois, il y a 3 mois. Vous savez que pendant les 15 premiers jours, et ça je l'ai appris par quelqu'un de l'intérieur, pendant les 15 premiers jours du 7 octobre, à partir du 7 octobre, il n'y a pratiquement pas eu, de la part du gouvernement israélien, aucune négociation, aucune volonté de négocier les otages, alors que c'était le plus frais et le plus
je ne veux pas dire entre guillemets facile, parce que dans cette région, rien n'est facile, mais il n'y a eu aucun intérêt. Donc, on a perdu un temps fou avec ces otages. Et pourtant, pour les familles qui se lèvent le matin, et j'en ai rencontré beaucoup de ces familles, je veux dire, c'est extrêmement difficile à vivre. On remet de ne pas pouvoir croire en un gouvernement qui est un gouvernement qui veut aider la population. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont été tués à Nova, les gens qui ont perdu des parents à Nova, ne sont toujours pas ni dédommagés, ni pris en charge, ni rien. Dans le Nord, c'est la catastrophe. Imaginez-vous comment le gouvernement se comporte avec des gens qui sont juste qui ont été déplacés à l'intérieur de l'État d'Israël, ou des gens qui ont perdu des proches à Nova et ils n'ont toujours rien comme solution pour eux. Si le gouvernement n'est pas capable de résoudre les problèmes qui sont des problèmes bureaucratiques, des petits problèmes entre guillemets, comment voulez-vous que des gens dont les proches se trouvent à Gaza aient confiance dans un tel gouvernement? Et c'est ça qu'il faut fondamentalement comprendre. La radicalisation du mouvement est due fondamentalement à un manque de confiance envers ce gouvernement. N'importe qui d'autre à la place de Benjamin Netanyahou n'aurait pas eu ce genre de réaction dans la rue. En reconnaissant que quelque part, d'une certaine manière, il y a eu d'abord, vous parliez des 15 premiers jours après le 7 octobre, mais en novembre, je rappelle qu'il y a eu une centaine d'otages qui ont été libérés, et que d'après l'ensemble, on va dire, des observateurs, et en particulier les spécialistes sécuritaires et militaires, c'était le résultat d'une pression militaire. Qu'est-ce qui permet de penser que Yahya Sinwar, par exemple, pourrait accepter de faire des concessions à un certain moment s'il n'y a pas eu de sa part une sorte de pression militaire. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle aujourd'hui peut-être d'un changement, parce que on s'est réveillé avec des informations qui sont peut-être un petit peu plus encourageantes que celles des dernières semaines, apparemment, c'est la condition qui pourrait permettre un accord, c'est parce qu'Israël dit, sinon, s'il n'y a pas d'accord, on rentre à Rafah et on va jusqu'au bout de la démarche. Donc il y a toujours l'aspect sécuritaire qui est dominant et qui permet justement de faire pression sur Yahya Sinwar, tandis que les manifestations, on peut imaginer que Sinwar, il les contemple avec une certaine satisfaction lorsqu'il voit les Israéliens se diviser autour de cela. Je comprends et j'accepte en partie votre argument, M. Daniel, mais il y a quand même un petit problème. Parce qu'il y a 2 mois, lorsque nous sommes rentrés à Khan Younes, Gallant a déclaré que Sinwar entendait les chaînes des tanks israéliens au-dessus de sa tête et que, ototo, comme on dit en hébreu, incessamment sous peu, il va commencer à montrer plus de souplesse. Nous avons affaire au diable. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui aussi, il faut le dire, il faut le souligner dans son caractère, est prêt à tout ce que j'ai pu lire sur lui, est prêt à mourir en shahid. Il n'a pas, comme Nasrallah ou comme certains de ses collègues qui se trouvent dans leur paradis, dans leur cage dorée à Doha, au Qatar, en train de vivre la belle vie. Lui, il est prêt, à l'inverse d'eux, de mourir en shahid. Il n'est pas prêt. C'est fondamentalement un problème pour les services de sécurité israéliens. Néanmoins, il y a, à propos de Rafah, et j'ai consulté plusieurs spécialistes israéliens de sécurité, plusieurs spécialistes, et les gens ne sont pas tous d'accord et tous sur la même ligne que Rafah, c'est absolument la fin du Hamas. Parce que beaucoup disent que le Hamas, d'abord, est déjà 80% détruit, que s'ils voulaient même reprendre maintenant la gestion de la bande de Gaza, c'est pratiquement impossible. Il faut pas oublier tout de même qu'en 6 mois, nous avons détruit physiquement 70% des habitations à Gaza, pratiquement toutes les infrastructures de Gaza. Nous avons détruit pas mal de l'armée israélienne a détruit pratiquement toutes les possibilités de production des roquettes qui sont tirées sur Israël. Je veux dire, c'est pas comme une opération, comme bordure protectrice, plomb durci, où on a fait un petit tour et puis on est revenu. On a fait un tour, on est revenu, on a fait un tour. Ici, on a détruit pratiquement 80% de la bande de Gaza. Alors, ça, c'est fondamentalement une différence. Maintenant, pourquoi Yahya Sinwar n'est pas prêt à assouplir ses positions? Je n'en sais rien. Là où j'en veux beaucoup au Premier ministre, c'est qu'on lui a proposé 6 fois lors oui, bon, mais ça c'est avant. Ça c'était avant. De tuer
6 fois Yahya Sinwar et une fois l'ensemble l'ensemble. Mais Laurent, vous êtes l'ensemble du Hamas. Et n'oublions pas que c'est un golem qui vient de se lever contre son propre créateur. Oui, Laurent, n'oublions pas que le fondateur du Hamas, c'est tout de même Benjamin Netanyahu. Je ne sais pas si c'est le fondateur du Hamas, Benjamin Netanyahu, parce que le Hamas était déjà... En tout cas, c'était son banquier de 2015 à aujourd'hui, c'était le banquier. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu l'interview de M. Barkat sur MSNBC, où un journaliste lui a très bien demandé comment vous pouvez critiquer le Hamas alors que vous l'avez engraissé et payé pendant toutes les années de votre pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi... Dites-moi si je me trompe. Aussi qu'il y a un problème. Ce gouvernement n'est plus légitime. Il a été élu. Je ne remets pas en cause le fait qu'il soit le gouvernement et qu'il prenne pour le moment des décisions, mais ce gouvernement a perdu le 7 octobre toute légitimité depuis qu'il est responsable de la plus grande catastrophe qui soit arrivée à des Juifs depuis la Shoah. Alors, mais si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, parce que vous êtes impliqué dans la vie politique depuis longtemps, mais si je ne m'abuse, la gauche israélienne qui s'oppose farouchement à Benjamin Netanyahou depuis 20 ans, bien, sur un point, elle était d'accord, c'est que Benjamin Netanyahou était une sorte d'adulte responsable dans le dossier de Gaza, qu'il n'a pas été à la guerre, alors que, et c'était sur le seul point sur lequel la gauche israélienne était relativement d'accord avec Benjamin Netanyahou, parce que on disait... J'ai pas compris exactement le point que... Le point la gauche israélienne, je vais vous dire quelque chose. La gauche israélienne, ça veut pas dire grand-chose. Oui. La gauche israélienne, soit le parti travailliste avec Merav Michaeli jusqu'à présent, soit Meretz. Donc, moi, je ne me reconnaissais ni dans le parti travailliste de Merav Michaeli, ni dans le Meretz, qui est loin de mes positions centristes de gauche, auxquelles je suis fort attaché, et certainement d'un point de vue sécuritaire. Je ne sais pas qui a dit à gauche qu'il reconnaissait que Benjamin Netanyahu. Moi, je peux vous dire que pour moi, un Premier ministre qui est responsable, quel qu'il soit, où qu'il soit, il eût été de gauche que j'aurais eu exactement la même position, le 8 octobre aurait dû démissionner. Vous ne craignez pas guerre, on aurait dû remplacer quelqu'un qui est responsable d'une telle catastrophe. Vous ne craignez pas, Laurent, que l'on se retrouve dans des situations d'avant la guerre, avant le 7 octobre, ces images, ces photos, ces vidéos des manifestations de Jérusalem et de Tel Aviv, ça rappelle un peu les manifestations pour la réforme et ça rappelle la division du peuple d'Israël, qui a été un des catalyseurs, on va dire, de ce qui s'est passé le 7 octobre. D'abord, les manifestants ne sont pas à l'initiative de la réforme judiciaire. C'est le gouvernement qui a décidé. Vous savez, le gouvernement a fait quand même une grande campagne sur le fait qu'il allait renforcer la sécurité en Israël et qu'il allait surtout. Il n'a pas beaucoup parlé au sein du Likoud de la réforme judiciaire. Ce sont ceux alliés d'extrême droite principalement qui en ont parlé. Le Likoud n'a pas tellement parlé au sein de campagne électorale, parce que vous savez, je suis quand même un spectateur avisé de ce qui se passe du point de vue politique, et je n'ai pas remarqué à l'époque de la campagne anti-Bennett, j'ai remarqué une campagne anti-Bennett et anti-Lapid sur les problèmes de sécurité. Depuis qu'ils ont été élus, le nombre d'Arabes israéliens, qui ont été tués en un an sous Monsieur Ben Gvir a doublé, le nombre de crimes commis en Israël a triplé. Et indépendamment de ça, nous avons eu la catastrophe du 7 octobre. Donc je veux dire que la division du 6, nous ne revenons pas à la division du 6. Pour ne pas revenir à la division du 6 octobre, il faut simplement faire une chose simple. Il faut apaiser le pays en élisant un nouveau gouvernement et, je l'espère, en ayant un autre Premier ministre comme M. Netanyahu, qui est le plus grand responsable de tout ce qui se passe actuellement et qui a toujours eu comme principe de diviser pour mieux régner. Il a voulu diviser les Palestiniens entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et il a voulu diviser les Juifs entre la gauche et la droite, les laïcs et les non-laïcs, et maintenant tout lui explose à la figure et il n'est plus, d'un point de vue de santé et d'un point de vue de l'âge, il n'est plus en forme pour pouvoir faire face à de tels défis. Les défis qui attendent le Premier ministre suivant, Premier ministre israélien qui sera élu, sont des défis incroyables pour un homme
et ce ne sera pas Benjamin Netanyahu qui sera capable d'y faire face. Et je vois mon fils qui passe derrière moi. Merci beaucoup, Laurent Siget, de nous avoir... Un petit mot sur Yair Golan. On a malheureusement pas le temps, c'est dommage, on aurait pu en parler, mais je vous promets qu'on se reparle pour parler de Yair Golan très prochainement. Merci, c'est toujours un plaisir d'être sur Qualitas.